Alain Berthaud, bonjour Alain Berthaud. Bonjour. Vous êtes anthropologue à l'université Paris 8, auteur, paru en 2009 chez Bayard, du temps des émeutes. Alain Berthaud, la une de l'Humanité, la Grèce insurgée. Le peuple se soulève contre l'austérité et le nouveau plan imposé par l'Europe et le FMI. Hier, le Monde daté d'aujourd'hui, Athènes embrasée par le nouveau plan de rigueur, une manifestation a tourné à l'émeute, alors que les députés grecs votaient pour obtenir l'aide de la Troïka. Le Parisien d'aujourd'hui, Alain Berthaud, crise grecque, vivre avec 586 € par mois, mais on tourne la page, et page 2, les Grecs, sous le choc, le malaise social risque désormais de déboucher sur une crise politique. Alain Berthaud, dans le temps des émeutes, vous écrivez « L'émeute est une fenêtre temporaire sur le monde ». Est-ce qu'avant de parler des autres émeutes qui font l'actualité, au fond qui font l'actualité, j'allais dire, de cette année, non, de ces 10 ans à peu près qui viennent de passer, où vous notez une sorte de regain mondial, on va dire, de l'émeute, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle d'émeutes en Grèce ? Et on parle de quelque chose que vous l'avez bien montré, qu'on a beaucoup de difficultés à nommer. En réalité, je suis allé voir sur Internet la presse grecque hier. Et le mot émeute en grec est araxé, est très peu utilisé au profit de épisodes de violence, rage, flamme, catastrophe, enfer, destruction. Il y a une richesse du vocabulaire qui masque en fait une assez grande difficulté à identifier ce qui se passe là, sur un temps court et assez intense par les images qu'on a vues, mais assez intense aussi pour la subjectivité de ceux qui y participent, de ceux qui passent le pas, de ceux qui prennent des risques considérables, physiques ou judiciaires, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Je pense que pas d'autre voie pour dire ce qu'ils ont à dire. Je pense que ce que nous a montré en quelques heures la Grèce avant-hier, c'est là, à cet endroit-là, une manifestation de la crise générale mondiale du dispositif de représentation politique qu'on connaît depuis 10 ans. Vous aviez un Parlement enfermé dans ses murs, dans le calme et la lumière crue, avec des discours bien tempérés et entouré d'un peuple qui n'en pouvait plus de crier sa colère, sans perspective. Sans perspective. Je pense que là, il ne s'agit pas d'insurrection, il ne s'agit pas de révolution. Un des éléments subjectifs les plus essentiels dans cette colère, c'est le fait qu'il y a le sentiment qu'on n'y peut pas grand-chose. Oui, mais alors qu'est l'émeute par rapport à la manifestation? Dans votre livre sur les émeutes, vous dites souvent que l'émeute, c'est la fin du politique. La manifestation ne l'est pas. La manifestation est une forme de représentation très physique dans la rue. On occupe la rue, on met en scène. On met en scène un discours, on met en scène une colère et on la fait participer d'un dispositif de rapport de force, de négociation. L'émeute intervient, l'émeute en français, riot en anglais, enfin chaque langue a son vocabulaire un peu hésitant sur la question. L'émeute intervient quand l'interlocution, quand la représentation, quand les mots ne suffisent plus et quand à un moment donné, il y a plus personne en face. Il y a plus personne en face comme interlocuteur. Alors ça peut être sur des déclencheurs extrêmement variables. Encore qu'il y a quand même quelque choses qui sont récurrentes aujourd'hui dans le monde, comme la mort d'un jeune, comme une politique d'austérité, comme la hausse des prix. Mais est-ce que tout est équivalent ? Tout n'est pas équivalent. Entre la hausse des prix, un match de football qui n'est pas retransmis à la télé, qui déclenche l'émeute, et les manifestations et les émeutes en Grèce. Bien sûr que le déclencheur n'est pas équivalent. Il n'empêche que, pour en avoir vu quelques-unes, je peux vous assurer que pour ceux qui prennent la responsabilité de passer à autre chose dans leur comportement et de prendre le risque physique dont je vous parle, ça mobilise une colère, ça mobilise une exaspération qui va s'investir là.
sur un match de foot ou sur une coupure d'électricité, mais qui visiblement vient de plus loin. Voilà. Alors, sauf que l'émeute, c'est de la violence, c'est parfois de la menace, c'est des morts, ce sont des morts. Qu'est-ce qui distingue l'émeute ensuite du débordement que les forces de l'ordre, engagées par l'État, vont essayer de faire respecter l'ordre? Rien ne le distingue, ça dépend de quel côté on est. Voilà. Non, mais je vous donne, voilà. Pas de problème. Non, mais des témoignages ce matin dans la presse, notamment de Grecs, et de Grecs interrogés disent nous manifestions contre ce moment du vote de la loi, mais hélas, des émeutiers ont détruit des bâtiments. Ce raisonnement que j'ai déjà entendu, bien sûr, et à de nombreuses reprises, et y compris en France, est tenu par ceux qui croient encore à la possibilité d'une négociation et de la construction d'un rapport de force, donc à des règles du jeu. Ceux qui n'y croient plus passent à autre chose. On a eu cette tension en 2010 en France, en octobre 2010, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites. Pendant une dizaine de jours, il y a eu une semaine extrêmement violente de mobilisation de très jeunes, notamment de lycéens, qui à leur façon, ont dit à leurs aînés votre mode d'action ne fonctionne plus, vous voyez bien, vous n'allez pas réussir. Et ils ont brûlé pas mal de voitures et brûlé quelques centres-villes. Effectivement, la réaction des directions syndicales dans ce contexte-là, et on les comprend parce qu'elles sont dans une autre logique, c'est de parler de débordement, de parler d'irresponsabilité et de parler d'actes négatifs et contre-productifs. Mais parce qu'elles croient qu'elles sont dans une logique où le rapport de force avec la représentation nationale est possible. Ceux qui n'y croient plus passent à autre chose sans forcément penser que ça sera plus utile. Sans forcément penser que ça sera plus efficace. Nos futurs. Voilà, parce qu'il y a un élément essentiel, à mon sens, qui distingue l'émeute de l'insurrection de la Révolution, c'est que ceux qui passent à l'acte le font absolument sans visée stratégique. Je ne dirais pas qu'ils sont sûrs de perdre, je dirais que, en fait, la question ne se pose pas pour eux. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'émeute ensuite à nouveau la démocratie? Comment passe-t-on de la révolte au vote? À la démocratie. Gardons question qui m'est inspirée par le Faut-il se révolter de Fabienne Brugère, qui sort chez Bayard aussi en ce moment dans la collection Le temps d'une question. Comment on passe de la révolte au vote? Comment on passe du chaos à nouveau la démocratie? Ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question. Je répondrai deux fois. D'abord parce que dans la séquence que nous vivons depuis une dizaine d'années, le vote, l'élection, qui est traditionnellement depuis un siècle et demi, on avait trouvé ça une façon assez simple d'obtenir ce résultat, qui est une façon de pacifier les conflits en les symbolisant et en les transformant en discours antagoniques. Le vote dans le monde est aujourd'hui une cause assez récurrente d'émeutes. Contrairement à ce qu'on a connu depuis un siècle, partout et sur tous les continents, et on en a des exemples au Sénégal en ce moment. Par contre, la question de passer de l'absence de démocratie à la démocratie, comme l'ont fait à partir d'émeutes classiques, je dirais, mais qui se sont transformées en autre chose, les Tunisiens et les Égyptiens l'année dernière, nous montre que le vote est un élément important de la démocratie, mais visiblement, dans les circonstances contemporaines, ne suffit pas. Les Égyptiens continuent à occuper la place Tahrir, et ceux qui ont la légitimité démocratique par les élections, c'est-à-dire les frères musulmans, ne sont pas si à l'aise que ça pour leur répondre dans leur dialogue avec les militaires. Donc la question de la démocratie, les émeutes n'ont pas cessé en Tunisie. Elles n'ont pas cessé. Il y a eu encore quelques émeutes assez dramatiques, notamment dans le sud, bien après les élections. On voit bien que aujourd'hui, la question de la démocratie, c'est-à-dire de faire que le gouvernement en place, un, compte tout le monde, deux, écoute tout le monde. Ça ne passe pas forcément uniquement par le vote. C'est en tout cas ce que nous disent les indignés en Espagne. Et ce qu'ils essayent de mettre en place. Et c'est ce que nous dit le mouvement Y en a marre au Sénégal actuellement.
Qu'est-ce qu'un homme révolté demande Fabienne Brugère. C'est un homme qui dit non, dit Camus. Mais, rajoute Fabienne Brugère, c'est un homme qui dit oui, car son refus du monde existant est irrémédiablement associé à la légitimité de son retournement dans l'insoumission qu'il expérimente. Je peux vous la redire si vous voulez. Hein, c'est un homme qui dit oui, car son refus du monde existant est irrémédiablement associé à la légitimité de son retournement dans l'insoumission qu'il expérimente. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, vous êtes plutôt sur le no futur. Vous, non, je pense qu'il y a un no futur collectif, mais qui n'est pas complètement fermé. Hein. Je pense que la particularité de l'année 2011, justement, c'est qu'il y a des émeutes qui sont allées jusqu'à la victoire, qui sont allées jusqu'à atteindre des objectifs importants en matière de transformation de l'État. Il n'y a pas de révolte sans une idée du bien, sans un principe mobilisateur, quel que soit l'espoir qu'on a de le voir triompher. Ce qui mobilise, c'est quand même là, il y a quelque chose qui n'est pas possible au nom d'autre chose, au nom d'un principe, au nom d'un bien. Ouais. Alors cela dit, Alain Berthaud, pour compliquer encore un peu la question, comment fait-on quand on découvre que des émeutes, qui semblent avoir partie liée à des manifestations de contestation, sont organisées par l'État même qui va être censé les réprimer? Beaucoup de témoignages grecs également disent c'est étrange tous ces pillages pendant les manifestations, les pilleurs ne sont pas arrêtés, l'État doit être derrière. Et ce ne serait pas une première fois que l'État soit derrière des émeutes. Oh, c'est vieux comme la police. Oui, mais bon. Parlons du rôle du pouvoir florentin au XVIe siècle dans un certain nombre d'émeutes à Florence. C'est vieux comme la police, c'est-à-dire c'est vieux comme l'État. Oui, absolument. La pratique de la provocation ou de semer le désordre pour faire monter l'aspiration à l'ordre est une pratique courante. Je ne pense pas que ça permette d'expliquer l'histoire. Voilà, ça c'est toujours marginal, c'est toujours des pratiques d'apprentissage. Ça sert à disqualifier éventuellement une manifestation, voilà. Mais ça ne disqualifie pas l'histoire. Absolument, absolument. Franchement, par exemple, les émeutes françaises de 2005, ce que j'ai essayé d'observer un petit peu, sur toutes les voitures brûlées, s'il y en a eu quelques-unes qui ont été brûlées sur ordre du ministère de l'Intérieur, c'est vraiment très très marginal. Alain Berthaud, pourquoi mettez-vous votre livre, qui reste parfaitement d'actualité, enfin vous aurez peut-être une remise à jour à faire avec ce qui se passe cette année en Grèce et ailleurs, mais pourquoi mettez-vous votre livre sous les augures de Marc Bloch? Les fils ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Parce que je pense que c'est profondément vrai, c'est ce que j'ai ressenti, et en 2005, lorsque j'ai traversé ma banlieue de Seine-Saint-Denis en comprenant pas très bien ce qui se passait, et en 2006... Pour aller voir chercher votre fils à l'école. Voilà, lorsque je suis allé, me suis retrouvé devant le lycée de mon fils, je me suis dit que là, nous étions en train de vivre une situation tout à fait nouvelle, que la génération qui nous suivait était en train d'inventer un monde et d'inventer une politique, et que nous savions... il était urgent de regarder ce qu'ils pensaient et ce qu'ils étaient en train d'inventer, plutôt que de leur donner des leçons sur les vieilles méthodes que nous connaissons, mais qui ne sont pas forcément très efficaces. C'est ce qui vous fait écrire « La politique moderne est morte ». La politique, la séquence qui s'est ouverte au XVIIIe siècle, qui est une séquence qui a été efficace pendant 2 siècles, où on articulait la conflictualité sociale, la souveraineté populaire, la représentation populaire à l'intérieur de l'État-nation, visiblement ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, on peut chercher des raisons. Je pense que la mondialisation et la mondialisation financière en est une des raisons, mais c'est pas la seule. Les développements techniques aussi en sont une raison. Nous sommes dans une période où autre chose est en train de s'inventer. Nous ne savons pas trop bien quoi, et ce qui est sûr, c'est que ce sont plutôt nos enfants et nos petits-enfants qui sont en train de l'inventer. Ce seront autant de questions que nous essaierons de résoudre dans la deuxième partie des matins avec vous, pour aussi également parler des échos, des réseaux, des résonances que vous faites entre les émeutes. Vous vous rappelez, après les émeutes françaises de 2005, on peut faire un lien avec celles qui eurent lieu au Danemark, en Allemagne, en Belgique,
en Grèce, en Espagne, par exemple, à Séville et Barcelone, dans le quartier de l'Hospitalet. 8h16. Alain Berthaud, voici Brice Couturier pour sa chronique. Alors, Bonjour. Brice, Bonjour. est-ce que l'Europe aujourd'hui est responsable, au fond, de ce temps de l'émeute grecque? Eh ben, je trouve qu'il est un peu facile de rendre l'Union européenne responsable de la tragédie grecque. Et il est franchement démagogique de caricaturer la chancelière allemande en dame de fer, imposant par pure malice une épouvantable cure d'austérité à une Grèce qui n'en peut mais. Car ce sont bien les dirigeants grecs et eux seuls qui, par leur laxisme financier, ont précipité leur peuple dans une situation catastrophique. Contrairement aux promesses des démagogues, un État ne saurait vivre éternellement avec un déficit primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts de sa dette, supérieur à 5% de son PIB. La Grèce a longtemps profité des taux bas autorisés par la monnaie unique pour s'endetter, mais ces emprunts ont permis de construire plus de piscines chez les particuliers que d'usines où produire et trouver des emplois. La valeur ajoutée par l'industrie représente à peine 8% du PIB. Au cours de la décennie écoulée, la balance commerciale grecque s'est effondrée, démontrant une totale absence de compétitivité. Aucune réforme n'a été entreprise. Chaque gouvernement a continué à gonfler la masse salariale du secteur public devenu pléthorique avec 20% de la population active. Et en plus, les fonctionnaires grecs bénéficient de salaires supérieurs de 60% en moyenne à ceux du secteur privé. Rappelons par ailleurs que les députés grecs, primes comprises, gagnent plus du double de leurs collègues allemands du Bundestag. Alors la Troïka installée au chevet de la Grèce est en train de piloter une restructuration en douceur de l'énorme dette publique grecque qui donc dépasse les 160% du PIB. 100 milliards d'euros de créances ont déjà été rayés d'un trait de plume des comptes des banques européennes et l'Europe continue d'assurer la survie de l'État grec au jour le jour en lui octroyant un nouveau prêt de 130 milliards d'euros. Sans l'aide de ses partenaires européens, Athènes serait aujourd'hui en cessation de paiement. Les déposants auraient perdu l'essentiel de leurs économies dans la faillite générale du secteur bancaire du pays. Ne pouvant plus emprunter davantage, l'État grec aurait cessé de payer les salaires de ses fonctionnaires et les pensions des retraités. Enfin, le retour à une monnaie nationale fortement dévaluée se serait traduite par un renchérissement insupportable pour le consommateur des produits importés, c'est-à-dire de presque tout. Comme l'a dit le Premier ministre Papadimos hier, une banqueroute désordonnée plongerait le pays dans le chaos économique et provoquerait une explosion sociale incontrôlable. Alors pour l'instant, la coalition gouvernementale entre socialistes du PASOK et conservateurs de la Nouvelle Démocratie tient. Le programme d'austérité et de réforme a reçu le soutien de 199 députés contre 74. Le parti d'extrême droite orthodoxe Laos a lui quitté la coalition en clamant que, je cite, « la Grèce ne se rendrait pas », ce qui est évidemment démagogique. Alors je ne sais pas s'il y a un modèle allemand. Après tout, il est d'autres pays en Europe qui, soumis aux mêmes contraintes que nous, mondialisation, concurrence des émergents, hausse des coûts de l'énergie, vieillissement démographique, ces pays réussissent très bien, exportant et équilibrant leur budget. La Suède, les Pays-Bas, la Finlande, etc. Ils ont su renouveler leurs industries, moderniser leurs administrations, adapter leurs États-providence. Mais il y a maintenant en Europe un anti-modèle, c'est celui qui est en train d'échouer tragiquement sous nos yeux, et c'est bien le modèle grec. Les programmes basés sur la consommation à crédit, sur une stimulation de la demande qui ne bénéficie qu'aux importations, ces modèles démontrent sous nos yeux leur inefficacité. Il est temps de faire le choix d'une économie de l'offre compétitive. Comme disait ce pragmatiste méconnu Mao Tse-tung, en général, les idées justes, ce sont celles qui réussissent. Les candidats à la présidentielle devraient raisonner comme le grand timonier. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alain Berthaud. Que dois-je faire? Commentaires, accords, désaccords, réactions, Non. vous voulez passer à autre chose, après l'écoute de la musique, comme vous voulez. Je pense qu'il y a une idée tout à fait fondamentale sur laquelle nous pouvons nous accorder, c'est que ce qui se passe en Grèce, c'est effectivement une affaire entre l'État grec, la totalité de la classe politique grecque, gauche et droite confondues, et le peuple grec. Et ce que vous venez de décrire dans les responsabilités de l'État grec, qu'il a fait avec la complicité
en son temps de ses partenaires européens qui étaient à ce moment-là en train de s'affranchir de la règle des 3%. Ce qu'a fait l'État grec, il l'a fait sans demander l'avis au peuple, sans en référer au peuple, et je pense que c'est au peuple qui assure sa légitimité. Et je pense que c'est ça qui est en train d'exploser. Dans le documentaire dont nous parlions tout à l'heure, on disait avec Samuel Lurey que, il y a déjà 2 ans de ça, que l'État grec était en train de rendre des comptes plus facilement à l'Europe qu'à son propre peuple, quels que soient les comptes, quelles que soient les raisons gestionnaires ou politiques qui ont amené à cette situation, il est clair que nous avons là une nation qui montre très clairement qu'elle n'a pas envie de payer les pots cassés par les autres. Je crains que ça soit, une situation responsable de l'action de ses dirigeants dans la mesure où il les a élus. C'est comme un problème éthique fondamental. On ne peut pas exonérer non plus les peuples de la responsabilité d'avoir voté pour des dirigeants pourris et corrompus et incapables par ailleurs. Alain Berthaud. On peut les exonérer lorsqu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, une des difficultés auxquelles de nombreux peuples sont aujourd'hui confrontés, c'est que le choix qui leur est donné par le dispositif électoral classique et la représentation politique classique n'est pas réellement un choix. Ils ont l'impression que les choses se jouent, se décident dans un consensus institutionnel qui est complètement en dehors de leurs propres préoccupations, dans l'ignorance de leurs propres préoccupations. J'étais au Sénégal au mois de janvier. Ils sont en pleine campagne électorale avec un président sortant qui se représente malgré sa constitution et une bonne dizaine d'opposants qui s'y opposent dans une très grande confusion, dont certains sont d'anciens ministres de Wade. Et il y a un mouvement qui a été lancé il y a 1 an, qui s'appelle le mouvement Il en a marre, qui a organisé le 22 janvier une foire aux problèmes. Sur cette idée, les candidats vont faire campagne, mais d'abord, les Sénégalais ont le droit de connaître leur programme, mais surtout, ce qui est très important, les candidats doivent connaître les problèmes des Sénégalais. Donc, nous organisons, place de l'Obélisque, le 22 janvier, une foire aux problèmes où nous invitons tous les mouvements et surtout, nous invitons tous les candidats à venir écouter les problèmes des Sénégalais. Et à part Wade qui n'avait pas été invité, tous les candidats sont venus. Sur le rapport, encore une fois, de la question grecque entre l'État grec, les citoyens grecs, le système politique, le gouvernement, la question de l'Europe que posait tout de même aussi Brice, vous en dites quoi? Je vous cite, il y a vraiment deux quotidiens formidables à lire ce matin, Le Parisien, on y a fait référence, et La Croix également, qui donne la parole à un réformateur proche de l'ancien Premier ministre Georges Papandréou, qui dit au fond qu'il y a un problème plus grave. Ce réformateur grec, qui a démissionné du gouvernement, dit « La nation grecque est représentée dans une négociation internationale par un gouvernement qui n'a ni le respect de ses partenaires, ni le respect ou le soutien des citoyens grecs. » On voit bien là qu'il y a les deux choses sont associées, les partenaires, c'est-à-dire les autres, les Européens, et le citoyen grec. Dans ces conditions, aucun accord profitable ne peut être conclu et appliqué par un gouvernement qui n'a plus d'autorité morale et politique. Il n'est pas possible, dit-il, de gouverner simplement avec seulement le journal officiel et la police. Alain Berthaud. On a l'impression qu'on est dans votre livre, là, sur le rapport. Mais je pense que l'Europe est un cas parmi d'autres de la mise en place de ces nouveaux dispositifs étatiques qui aujourd'hui sont en charge de la gestion de l'avenir enfin surtout du présent des peuples et de l'économie, et qui s'éloignent peu à peu de l'espace public, de la transparence des débats que la politique moderne nous avait proposé depuis un siècle. Alors que ce soit de la transparence de tout. On voit aussi qu'en ce moment, un des plus gros scandales de corruption en Grèce concerne une entreprise allemande. 2 milliards d'euros de pots de vin auraient été versés par Siemens jusqu'au début des années 2000 sur une enquête parlementaire. Donc, oui, mais je trouve un peu simple, parce que les projecteurs sont sur la Grèce, de penser que c'est un problème grec. Voilà. La question de l'éloignement des États et des gouvernants des citoyens, la question de l'opacité, la question de la corruption est une question qui est posée sur tous les continents. La question de la corruption est un des points
un des premiers points de la charte des indignés espagnols. C'est une question qui est au cœur du débat sénégalais. C'est une question, si vous l'avez bien entendu par le reportage qu'a consacré France 2 un mois après les événements des insurgés de la ville de Wuhan, dans le Guangdong, en Chine, cette combinaison d'opacité, d'éloignement et de corruption réelle ou supposée, mais souvent réelle, des pouvoirs est une question mondiale aujourd'hui, qui fait que se repose effectivement pour tout le monde la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement démocratique, et que visiblement, si on n'a rien inventé de mieux que les élections pour l'instant, le dispositif électoral ne suffit pas pour assurer... Et on n'en veut plus de ces élections forcément alors du coup. Qu'est-ce qui sépare la fidélité de l'émeute du populisme à la démocratie, Alain Berthaud? L'émeute, le mot français, il a des équivalents dans plein de langues, et on a affaire à quelque chose qu'on a du mal à identifier. Mais l'émeute est un moment de colère. C'est un moment, quelque part, c'est un moment de désespoir, parce que c'est un moment de colère extrêmement risqué, dont on sait qu'il ne débouchera pas. On s'en fiche un petit peu au fond. C'est pas une révolution de ce point de vue-là. C'est pas une solution. C'est un symptôme fort qui peut être remplacé par des mobilisations collectives lorsque on retrouve l'espace de la parole, l'espace de la symbolisation par le discours, l'espace de l'interlocution avec les pouvoirs, et à ce moment-là, la violence et la prise de risque ne semblent plus nécessaires. Voilà, c'est la question. Nous sommes dans une période où la question de la constitution d'un peuple et de la légitimité de l'État est posée, et dans des situations différentes, par des voies différentes. Nous avons aujourd'hui des peuples qui cherchent des voies. Et nous parlons de cette fameuse question Brice Couturier et Marie Dariussec. Oui, mais enfin, la révolution, elle tentait au moins de construire une alternative au pouvoir en place. La révolte, elle se contente de nier le pouvoir en place. Et je veux juste faire observer une chose. Il y a 11 millions d'habitants en Grèce. 200 000 d'entre eux sont descendus dans les rues dimanche soir. Quelques-uns de ces 200 000 ont éprouvé une colère telle qu'ils ont incendié 40 bâtiments publics et privés et arraché des arbres. Mais ça signifie donc que 10 800 000 Grecs, eux, ne sont pas descendus dans les rues. Et comme je disais, un tiers du Parlement élu démocratiquement, a voté le programme d'austérité présenté par la coalition. Alors il y a évidemment une lecture lyrique et gauchisante des émeutes qui tend à faire des émeutiers les représentants du vrai peuple, tandis que les élus du suffrage universel, eux, seraient par nature déqualifiés. Mais moi je trouve que c'est une tendance un peu inquiétante de la science politique, parce que c'est le risque de faire des minorités agissantes les vrais représentants de la démocratie, au détriment du suffrage majoritaire exprimé au cours d'élections libres. Jusqu'à présent, en démocratie, on a au moins cet avantage qu'on peut se débarrasser régulièrement de nos dirigeants au cours d'élections libres et ouvertes. Il ne faudrait pas que ça soit remplacé par quelque chose d'autre qui serait, par exemple, la tyrannie de minorités agissantes. Et si je puis me permettre, est-ce que le fait qu'on ait avancé les élections en Grèce est un effet, par exemple, de la question des émeutes ou pas, selon vous? Alain Berthaud. Mais je vous laisse répondre après ce Couturier, on a le temps. Alain Berthaud? Non, je voulais juste... Il y a effectivement un romantisme de l'image de l'émeute qui est quand même assez problématique. Je vous en prie. Je vous assure que sur place, c'est pas romantique du tout. Non, justement. Voilà. C'est pas romantique du tout, parce que on voit des gens qui prennent des risques insensés, qui peuvent se faire blesser, se faire tuer, sans espoir réellement, et on n'a pas forcément envie que ça continue, hein, franchement. On a plutôt envie que d'autres espaces, des espaces d'interlocution démocratique puissent s'ouvrir. Vous y allez sur les terrains d'émeute, vous êtes anthropologue, quand je peux. Voilà, quand je peux, je n'ai pas assisté à beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé en France, en France ou ailleurs. Toute la question, c'est la question de la représentation.
Voilà. Je pense qu'il faut prendre la mesure que nous avons vécu pendant 2 siècles dans un dispositif qui était le dispositif de la politique moderne, où la conflictualité sociale, où les différences d'intérêts à l'intérieur de la société pouvaient se représenter au sein de formations politiques et de programmes concurrents et trouver une solution symbolique et pacifique et par la parole et par le débat au sein de l'État. Ce dispositif ne fonctionne plus. Comme je le disais tout à l'heure, les périodes d'élection aujourd'hui dans le monde sont plus souvent des périodes où se déclenchent des affrontements violents dans la rue que des périodes de résolution de conflits. Donc, surtout... Est-ce que c'est pas simplement l'offre politique qui est inadéquate et qu'il faudrait simplement créer de nouveaux partis plus en phase avec les aspirations, par exemple, de la jeunesse, tout simplement, plutôt que de mettre en cause le système démocratique représentatif? Alain Berthaud. Il est remis en cause. Voilà. Il est remis en cause. C'est un constat. Ce que nous voyons, ce que nous avons vu cette année, ce sont des mobilisations en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, où l'objectif de ceux qui s'insurgeaient n'était ni de renverser la démocratie, ni de prendre le pouvoir. Voilà, ni de prendre le pouvoir. Et donc d'essayer d'inventer une situation démocratique d'interlocution permanente entre ce qu'on appelle la société civile, moi j'aime pas tellement cette expression, mais utilisons-la, c'est plus simple, entre la société civile et le pouvoir, en disant l'État, on en a besoin, il ne s'agit absolument pas de position anarchiste, l'État on en a besoin, mais l'État faut qu'il nous écoute. Voilà. Et les voix anciennes. C'est ce que des jeunes vous ont dit un jour. C'est ce que des jeunes vous ont dit. Ah ben, vous leur dites, vous ne faites pas de politique. Non, non. Non, juste qu'on veut que l'État nous écoute. Ce sont des jeunes de 2005, oui, des émeutes de 2005. Il y en a un qui nous avait dit, mais non, c'est pas politique du tout. On voulait juste dire quelque chose à l'État. Voilà. Et donc, les médiations partisanes ne fonctionnent plus. Il faut en inventer d'autres. Est-ce qu'une émeute, j'ai un problème avec les définitions là, émeute, insurrection, manifestation. Si j'entends bien, une émeute, c'est nécessairement un mouvement là populaire dans la rue où il n'y a pas de banderole, où il n'y a pas de mot d'ordre justement, c'est ça. C'est caractérisé par une désorganisation, par une spontanéité, par quoi? Par une spontanéité du passage à une autre forme d'action. Après, il ne faut pas se fixer sur les mots, parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bien symbolisé, qui n'est pas vraiment bien identifié. Même le mot, est-ce que le mot guérilla vaut le mot émeute Vous passez d'une langue à une autre. Riot en anglais correspond à peu près au mot français émeute, mais en italien, revolta, ça n'est pas utilisé dans les mêmes façons. Taraxé en grec n'est pratiquement pas utilisé par la presse grecque hier. En espagnol, le mot courant, c'est le mot disturbios, qui n'est pas exactement l'équivalent du mot émeute. Donc, ne nous accrochons pas aux mots, accrochons-nous à cette situation, je dirais, de prise de risque collective sans visée stratégique. Marie Darrieussecq. En 2009, je crois, en Iran, quand on a volé les votes, il y avait, vous savez, cette jeune femme qui est devenue un symbole qui s'appelait Neda Agha Soltan, qui a été assassinée par les Bassidji. Et apparemment, je n'y étais pas, mais apparemment, après le couvre-feu, les gens des immeubles criaient Neda, son prénom, qui veut aussi dire, c'est magnifique, voix, le mot voix. Ça, c'est pas une émeute, mais c'est une façon d'exprimer quelque chose face à un État où, pour le coup, il est vraiment extrêmement dangereux d'aller dans la rue. C'est quoi, ça? C'est des mouvements assez neufs, non? Cette façon de faire. Alain Berthaud. Absolument. Il y a des... Ou d'allumer des chandelles aussi, aux fenêtres, ce genre de choses. Ou de mettre sur YouTube les images de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a entendu, qui est une forme d'expression non médiatisée, directe, de celui qui avait son téléphone portable quand il a vu quelque chose et qui essaye d'en faire profiter le monde entier. Il y a des modes d'expression et de présentation des situations qui sont justement des modes directs aujourd'hui et non pas des modes de représentation. On ne s'en remet pas à quelqu'un d'autre pour dire ce qu'on a à dire, pour montrer ce qu'on a à montrer. Et là ça nécessite forcément, pour rentrer en interlocution avec ce collectif-là, d'autres formes que les formes partisanes qui ont 2 siècles d'existence et qui sont un petit peu vieillies. On ne va pas évidemment éviter la question tarte à la crème des nouvelles technologies, mais enfin tout de même, d'abord une question. Depuis 2009, combien y avait-il d'émeutes dans le monde en 2009 quand vous avez publié le livre? Nous sommes 2 ans après.
de 3 ans après, combien y en a-t-il aujourd'hui? Ça, vous savez que je les compte. Vous les comptez? En 2000, mais comment vous faites pour compter les émeutes? Je les relève tous les matins grâce à Google Actualité dans plusieurs langues. Voilà, la technologie moderne, donc on y est bien. Oui. En 2009, j'en ai compté 540. Parlez bien dans votre micro. 540 et quelques. En 2010, 1248. En 2011, on est à plus de 1600. Au rythme C'est parce que Google Actualité s'est perfectionné. Non, je ne crois pas. Et puis surtout, je garde strictement le même mode opératoire de recherche pour ne pas, voilà, qu'il n'y ait pas un effet. Et là, si vous voulez, j'avais compté depuis le début du mois de... Depuis le début de la matinée, là? De début du mois de février. Ah bah ce matin, je suis chez vous, donc je ne peux pas faire mon travail. Donc, depuis le début du mois de février, environ 80. Bon, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus d'émeutes, et puisque vous dites que le 21e siècle, dans votre livre, est le siècle pas de l'émeute, d'ailleurs des émeutes, vous attribuez cela à quoi? Justement, quand même, au fait qu'il est plus facile de se rassembler avec les comptes sociaux et autres pour se réunir et mettre le feu? Non, il y a deux choses. D'une part, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire, c'est-à-dire plus difficiles à se faire entendre par des voies politiques que ça n'a été pendant les 2 siècles qui précèdent. Ça provoque ces explosions de colère et d'exaspération partout dans le monde et sur des sujets relativement variés, mais relativement récurrents d'un continent à un autre. Et puis par ailleurs, il y a effectivement ces nouvelles technologies et ces réseaux tels que nous les connaissons qui permettent, non pas l'émeute, je pense que là c'est un fantasme là encore policier de penser que c'est Twitter qui fait les émeutes, mais qui permet éventuellement de mettre en place d'autres dispositifs pacifiques d'interlocution et de présentation des revendications des gens. Donc je vois plutôt les réseaux sociaux et les formes de mobilisation sans porte-parole, non hiérarchisées qu'elles autorisent, comme une alternative à cet affrontement sans espoir. Brice Couturier? Il y a quand même un truc mystérieux dans la simultanéité des révoltes. Je me souviens de 68, par exemple, dont j'ai fait partie, un des acteurs, disons. En même temps, vous aviez le printemps de Prague réprimé avec des milliers de Tchèques dans la rue. Vous aviez mai 68, évidemment, en France. Vous aviez le Summer of Love en Californie avec les hippies, etc., réprimés sauvagement par la police. Vous aviez la révolution culturelle chinoise qui n'avait rien à voir, mais qui pouvait s'inscrire dans ce cadre-là. Et puis vous aviez la révolte des étudiants mexicains. Et aujourd'hui, l'année dernière, en tous les cas, on a constaté la simultanéité également des révoltes arabes contre des despotes corrompus, les indignados espagnols, Occupy Wall Street, et maintenant les révoltes grecques. Comment expliquer les étudiants chiliens pendant 4 mois? Comment expliquer cette simultanéité? Cette liste-là, Brice, que vous faites, Alain Berthaud l'a fait dans le livre, il fait tout un chapitre sur justement les échos et les résonances. On en parlait dans la première partie. Pareil, après 2005, les émeutes françaises, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Grèce. Alors, c'est pas la première fois que ça se passe 68 comme ça. Encore Il n'y a pas que 68. En réalité, 1848, si on va jusque-là. Voilà, même avant. Depuis 2 siècles, environ tous les demi-siècles, il y a une séquence, géographiquement de plus en plus étendue d'ailleurs, où des révoltes simultanées ont lieu. Ça a été la fin du 18e. La Révolution française, la Révolution espagnole, la Révolution américaine, ça a été dans l'autre sens, si vous voulez bien. Dans l'autre sens, chronologiquement. Chronologiquement, dans l'autre sens. Du point de vue des effets, peut-être pas. Ensuite, le milieu du 19e, 1848, le printemps des peuples, la mise en place de l'État-nation en Europe. Au début du XXe siècle, les révolutions bolcheviques et l'installation du communisme comme un fait majeur du XXe siècle. 68, et nous sommes un demi-siècle après. Alors, la différence, la grande différence, les 2 différences avec aujourd'hui, c'est que, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, sur une aire géographique bien plus étendue, c'est réellement mondial. Deuxièmement, il n'y a pas véritablement de subjectivité partagée. Il n'y avait pas, en tout cas jusqu'à cette année, de subjectivité partagée comme dans les périodes précédentes. Dans les périodes précédentes, d'un pays à un autre, même si on ne faisait pas exactement la même chose, c'était le même vocabulaire, les mêmes références, les mêmes objectifs. Là, ce qui rend en particulier depuis 10 ans cette séquence à peu près invisible, c'est qu'il n'y avait pas de référence partagée. Il y a des phénomènes d'écho, il y a des modes opératoires qui se ressemblent étonnamment. Et vous dites, attention au mot écho, oui, pas contagion.
Écho oui, pas contagion. J'ai fait mon livre en 2009. Autour de la Méditerranée, cette année, en 2011, il y a quelque chose en plus qui a lieu parce que vous avez une émeute en Tunisie à Sidi Bouzid qui commence comme une émeute urbaine classique qui se termine par la fin de Ben Ali, qu'en Égypte, ça se passe aussi de la même façon. Et donc, il y a... Le passage à la victoire, en tout cas le passage à la réalisation d'un objectif, permet le passage aux mots, permet le passage à la transmission d'expérience, et quelque part les indignés espagnols, mais Occupy Wall Street, c'est tout à fait explicite, ce sont des enfants du printemps arabe. Alors, attention aux mots, dites-vous, d'ailleurs, les journalistes souvent en emploient à tort et à travers de façon inappropriée, parlant des émeutes, ou notamment... Quand vous lisez, cela vous agace un peu que, au fond, peut-être aujourd'hui, serions-nous, en ce mois de février 2012, sur le point, au fond, d'une flambée à nouveau, d'un risque social important qui entraînerait des émeutes. Et vous dites, mais c'est n'importe quoi, parce que ça n'a jamais arrêté. En France... Depuis 2005, vous dites d'ailleurs que Sarkozy, quand il parle à Obama, il dit, moi, j'ai jamais eu d'émeutes chez moi, et vous dites, le jour où il a été élu, en 2007, il y a eu des émeutes. Bien sûr. Bon. Et ça ne s'est pas arrêté. Et dans les mois qui ont suivi, il y a eu quand même Villiers-le-Bel. Bon, ça a quand même été assez violent. Ça n'a jamais arrêté le contentieux, le face-à-face entre la jeunesse et l'État, et la jeunesse et la police, et la jeunesse populaire et la police en France, ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, cette jeunesse, c'est jamais la même, la jeunesse. La jeunesse n'est jamais la même. L'attitude du pouvoir vis-à-vis des générations qui montent, qui la regardent comme un problème et non pas comme une promesse d'avenir. Par contre, ça ne bouge pas. Et au fond, ça se remanifeste de façon claire. On le voit réapparaître dans des moments très précis, comme on l'a vu devant les lycées ou dans les centres-villes à Lyon en octobre 2010, au moment de la mobilisation contre les retraites. Donc nous avons quelque chose de latent, quelque chose d'assez permanent, avec des incidents qui émaillent les semaines, mais le contentieux est toujours là. Sur cette question, en tout cas, de l'écho entre les émeutes, les manifestations, à lire l'entretien avec le grec Manolis Glessos dans Libération, qui est un héros du combat contre les nazis et qui, en 1941, avait décroché le drapeau nazi du sommet de l'Acropole. Justement, il dit, entre autres, et d'autres dans Libération, les Français qui manifestent pour la Syrie et l'Afghanistan doivent aussi se mobiliser pour la Grèce. Voilà. Demande d'écho. 8h43. Retournons justement, nous voulions avoir votre avis, vous l'avez déjà un peu évoqué, au Sénégal avec le coup d'œil de Cécile de Carvalho. Ben oui, moi je vais justement vous parler d'une émeute dont on parle, ou d'un mouvement dont on parle peu, avec cette question aussi de la réutilisation de symboles qui ont fonctionné, peut-être pour se faire entendre. C'est donc le mouvement Y en a marre, c'est le nom d'un mouvement citoyen sénégalais qui a décidé de se rassembler à partir d'aujourd'hui, 15h cet après-midi, place de l'Obélisque à Dakar, contre la candidature jugée inconstitutionnelle d'Abdoulaye Wade lors du scrutin du 26 février prochain. Alors c'est à lire dans le Populaire, alors que Jeune Afrique n'hésite pas à parler ce matin d'une place Tahrir sénégalaise carrément, en précisant que cette mobilisation dure en réalité depuis 5 jours au moins et a fait déjà au moins 4 morts. Fadel Barro, c'est le porte-parole de ce collectif Y en a marre, s'oppose à ce qu'il appelle la Wadinastie et prévient qu'il veut obtenir exactement la même chose qu'en Égypte et d'ailleurs par les mêmes moyens. Nous ne menons ce combat ni pour avoir le pouvoir, ni pour un parti politique, ni pour une doctrine ou une tierce personne, prévient-il dans les colonnes du Populaire, mais pour l'amour de la patrie et pour notre honneur, l'honneur sénégalais, un combat donc de yanamaristes non violents qui essaiment apparemment dans tout le pays, rajoute le journal sénégalais. Mais pourquoi s'interroge Recadre 89, cette fois en France? Eh bien parce qu'Abdoulaye Wade, qui dirige le pays depuis 2000, a décidé de se représenter pour un 3e mandat, malgré l'interdiction de la Constitution et malgré son âge. L'opposition dénonce ainsi le candidat le plus âgé du monde, 86 ans, et surtout son népotisme, puisqu'il positionne son fils à des postes clés de l'État. Et l'opposition rappelle aussi qu'il avait promis de ne pas se représenter, mais il répond « Oui, je l'ai dit, mais je me dédie », d'où la réponse citoyenne « Y en a marre ». Alain Berthaud. Oui, je suis ça avec beaucoup d'attention. Je trouve que ces jeunes, même
plus tellement jeunes, Fadel Barro, Tiat, Quilefeu, enfin Fadel est journaliste, les autres sont rappeurs, ont une grande capacité effectivement à donner un sens à la révolte et au ras-le-bol des jeunes Sénégalais, en faisant un petit peu comme ont fait les Tunisiens et les Égyptiens, c'est-à-dire en étant porteurs d'une nouvelle figure nationale, d'une nouvelle figure du peuple national. Les Tunisiens ont dit c'est nous la Tunisie et l'État doit dégager. Les Égyptiens ont dit pareil. Le grand mot d'ordre de Y'en a marre, c'est le NTS, c'est-à-dire le nouveau type de Sénégalais. C'est le Sénégalais qui n'est pas corrompu, c'est le Sénégalais qui arrive à l'heure à ses rendez-vous. Il y a une véritable nouvelle figure qui est portée et qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont des comités locaux qu'ils appellent des esprits. J'en ai rencontré un, et qui sont sur cette mobilisation-là, c'est-à-dire une mobilisation de rassemblement national, en disant au fond c'est nous qui avons la légitimité du pays et non pas un État corrompu où le fils du président a 4 portefeuilles ministériels et non pas les moins rétribués, et où le président a 85 ans avoué, mais vraisemblablement un petit peu plus, se représente malgré la Constitution qu'il a lui-même fait voter. Donc c'est à suivre, et je salue au passage mes amis sénégalais. Alain Berthaud, est-ce que votre sujet d'étude, de vie au quotidien, 2 heures par jour à recenser les émeutes, c'est un métier, je vous le dis, oui. Ça vous laisse perplexe tout de même par moment? C'est-à-dire, vous dites, je suis anthropologue, j'ai une sorte de... Je suis de ce côté-là, vous l'écrivez d'ailleurs noir sur blanc, on aura compris qu'il ne s'agit pas d'empêcher l'émeute, dites-vous, il s'agit de faire que ce qui s'y exprime trouve la voie d'une parole collective incontournable. Mais je note aussi la perplexité. Ah ben si j'avais pas de perplexité, ma foi, mon métier perdrait une partie de son sens. C'est le métier d'anthropologue, d'éthologue, c'est d'être capable sans arrêt de regarder le monde avec étonnement et surtout, avant de chercher de savoir ce qu'on sait déjà, d'identifier tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous laisse sans réponse, tout ce qui est en train de nous bousculer. C'est ça mon métier tous les matins, c'est d'essayer de voir ce qui émerge et que nous ne comprenons pas encore. Et le jour où je comprendrai tout, je serai très vieux. Mais en tout cas, la politique, le 21e siècle et son rapport à la politique va changer ce rapport-là. Vous dites la politique d'aujourd'hui, c'est fichu, il faut vraiment le faire autrement. Qui aujourd'hui peut argumenter le contraire?